Hier, j'avais plein de choses à vous raconter, mais je n'ai pas su le faire. La météo était particulièrement capricieuse. C'était difficile de trouver un endroit au sec ou relativement sec pour s'asseoir et enregistrer une vidéo, ou même pour faire une pause d'ailleurs. J'ai eu de la pluie, beaucoup de pluie jusque dans le début de l'après-midi. Et puis ensuite, j'ai traversé des espaces où il y avait beaucoup de vent et le micro du téléphone n'aime pas beaucoup ça. J'ai également traversé des bois, beaucoup, mais ces bois étaient infestés de petites mouchettes qui venaient se jeter dans les yeux. C'était assez désagréable, il fallait les chasser constamment, constamment. J'avais l'impression d'être un cheval dans son enclos qui est harcelé par toutes sortes de mouches. Et puis enfin, arrivé à destination, j'ai rencontré un couple absolument adorable, à nouveau, et nous avons passé beaucoup de temps ensemble à discuter. Mais d'abord, je dois vous raconter ma journée d'avant-hier. Avant-hier, j'arrivais à Périgueux. Je vous avais expliqué que je me dépêchais d'atteindre la ville avant que l'office de tourisme ne ferme, parce que je cherchais un endroit où passer la nuit. Et j'y arrivais à 17h30. C'était une promenade assez désagréable. Euh, Atteindre une ville n'est jamais un moment agréable en fait, parce que vous devez marcher le long du trafic, parfois pendant plus d'une heure, parfois pendant 2 heures. C'est euh, c'est assez fatigant. Et puis, je trouvais qu'il y avait une atmosphère absolument épouvantable dans Périgueux à ce moment-là. Euh, Peut-être la météo jouait-il quelque chose, mais j'avais l'impression d'une ambiance morose. Et puis, de marcher dans la nature seul pendant longtemps, ou presque seul, parce que soudainement il y avait beaucoup de pèlerins sur le chemin. Et puis d'arriver dans une grande ville où tout le monde se dépêche, tout le monde se bouscule, a fait un contraste que j'avais trouvé à ce moment-là assez désagréable. Eh bien, l'office de tourisme m'a aidé à trouver un refuge associatif. On les a contactés ensemble, il restait de la place et je me suis rendu là-bas. J'ai commencé à me diriger dans cette direction. Et là, il m'est arrivé une étourderie dont moi seul est le secret. La rue Gambetta, elle traverse plusieurs ronds-points. Et comme je marchais, j'ai réalisé à un moment que cette rue me paraissait absolument interminable. Mais interminable. Et puis en continuant ma route, je prenais soudainement conscience que le numéro des maisons semblait décroître. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Et comme je regardais le GPS, je me suis rendu compte que je revenais en fait sur mes pas. Je revenais vers le centre, vers l'office de tourisme. Et il pouvait y avoir qu'une seule explication, c'est que dans ma fatigue, j'ai pris un de ces ronds-points à 360 degrés et je revenais sur mes pas en marchant sur le trottoir d'en face. Eh ben, je n'en revenais pas de... Mon sens de l'orientation est encore pire que ce que je ne croyais. Eh bien, je n'en revenais pas et je croyais qu'on m'avait jeté un envoûtement. Quoi qu'il en soit, je suis parvenu finalement au refuge. J'y ai retrouvé Pity, que les autres pèlerins appellent Peter. Apparemment, j'ai mal compris son nom. Mais dans ces vidéos, je vais continuer à l'appeler Pity parce que j'aime bien ça. Il y avait également Simon, un pèlerin qui vient d'Allemagne, qui fait le chemin, lui, avec un hamac. Il a déjà fait le chemin de la partie espagnole, et il fait la partie française maintenant, jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port. C'était les pèlerins qui étaient de ma génération, et puis il y en avait deux autres, une dame, Sonia, qui venait de Suisse, mais qui fait le chemin par petites étapes, et puis un monsieur, lui, qui vient de Bourges, et qui va faire le chemin jusque Saint-Jacques, il aimerait bien, et ce sont des sexagénaires. Alors ce monsieur-là a déclaré qu'on ne pouvait pas passer par Périgueux sans y goûter les spécialités culinaires, et donc il s'est éclipsé, il est allé manger en ville. Cependant, il pleuvait énormément, et comme il se préparait, il s'est exclamé « Bon, ben tant pis, je serai trempé ». Alors je lui ai proposé qu'il emporte avec lui mon parapluie, et il a été absolument estomaqué qu'on lui propose cela. Avec les autres pèlerins, on est resté assis autour de la table pendant longtemps, on a mangé ensemble, et on a parlé de toutes les choses que peuvent parler les pèlerins, c'est-à-dire de matériel et d'itinéraire. Nous marchons tous depuis un certain temps maintenant, et on remarquait que nous avons marché seuls jusqu'ici presque, et puis soudain le chemin paraît rempli de pèlerins. Et nous nous demandions, mais d'où sortent-ils tous?
Hier matin, nous nous sommes retrouvés tous autour du petit déjeuner. Le temps était absolument épouvantable. Il y avait de l'orage, il y avait des éclairs, on entendait le tonnerre. Il pleuvait considérablement. Et l'hospitalière dont je ne vous ai pas parlé, qui est une dame particulièrement sévère, je me demande si les hospitaliers sont recrutés sur ce trait de caractère en particulier, nous a chassés à 8 heures du matin parce que telle était la règle. Et il se trouve qu'à ce moment-là, heureusement, la pluie avait complètement cessé. Et en regardant le ciel, on avait l'impression qu'il ne pleuvrait plus de la journée. Alors ma destination maintenant, c'est Bergerac. Je suis parti donc de Périgueux et je voulais aller à Bergerac. C'est pas très loin d'ici. J'y serai lundi. Il me faut donc 2 étapes depuis Périgueux pour y aller. Mais je sais que je ne trouverai pas d'épicerie sur le chemin. Donc à Périgueux, je suis allé faire des emplettes. Après avoir fait le plein de provisions, je me suis rendu à la cathédrale. J'avais envie d'y faire tamponner ma crédentielle. Et puis j'ai commencé à prendre des vidéos de la cathédrale en me promenant autour d'elle. Et tandis que je m'y employais, ce pèlerin dont je vous ai parlé, ce pèlerin qui m'a emboîté le pas toute une journée, a ressurgi. De nouveau, il était là. Et j'étais en fait content de le voir. J'ai souvent repensé à mon attitude envers lui. Je pensais comme j'avais eu la prétention d'essayer de l'aider, d'entrer dans son esprit qui était comme un labyrinthe, et d'essayer de lui montrer qu'il se faisait du tort avec ses propres pensées. Et puis, comme je n'arrivais à rien, que je l'écoutais pendant des heures, et que j'observais tous ses rituels, j'avais commencé à nourrir de plus en plus de mépris pour lui. Et au final, j'étais parvenu à m'en débarrasser. J'ai souvent repensé à ça, et notamment cet événement où ce vieux monsieur m'avait attendu sur le parking du Carrefour, à la Coquille, pour me dire qu'il y avait comme une gentillesse sur moi. Ça ne m'est pas venu tout de suite, mais l'idée a fait son bout de chemin dans mon inconscient peut-être, et puis il m'est apparu que je devais le retrouver à nouveau, cet homme, ce pèlerin, et aller le trouver avec cette gentillesse. Et donc je m'étais imaginé que je le trouverais assis sur le bord de la route, que je lui ferais un signe amical de la main, que j'irais lui parler, lui demander comment son pèlerinage se passe. Il me dirait que nous devons voyager ensemble encore, comme il l'avait fait à plusieurs reprises. Dans mon imagination, je m'imaginais lui dire avec toute la douceur possible qu'il devait oublier cette idée. Et puis, nous aurions eu une conversation normale et enfin, nous serions partis chacun de notre côté. Eh bien, les choses se passèrent presque comme ça. Sauf que ce n'est pas moi qui l'ai vu le premier, mais lui. Il n'était pas seul aussi, il était accompagné d'un homme qui avait l'air particulièrement sombre et qui marchait le dos voûté. Et cet homme ne s'arrêta pas, il continua vers la cathédrale. J'appris dans la courte conversation que nous avons eue qu'ils allaient tous les deux à la messe de 9 heures, qui avait lieu à la cathédrale. Il était donc en retard, comme à son habitude, et j'ai remarqué que ses vêtements paraissaient plus sales que dans mon souvenir. Il me dit que sa maman allait le rejoindre le lendemain et que dorénavant ils feraient le chemin ensemble. J'espère que c'est une bonne chose pour lui. Nous nous sommes demandé l'un l'autre si notre pèlerinage se passait bien, et puis notre conversation donc fut brève et il s'en est allé. Je suis content que ça se soit passé comme ça. J'ai l'impression qu'une parenthèse s'est fermée. J'ai l'intuition que je ne le reverrai plus maintenant. Et vous pouvez faire tout à fait confiance à mes intuitions. Elles sont aussi fiables que mon sens de l'orientation. On peut imaginer comme, dans ce genre de situation, la conscience serait obscurcie par un nuage de pensée qui dirait « Oh non, pas lui !» Comme il y aurait ce rejet à ce moment-là. Et c'est justement ce que je ne voulais pas faire, d'agir encore à partir de cette énergie. Et on est reparti. Il y a tellement de petites mouchettes ici. Eh bien là, il y a une limace. Et juste là, une créature étrange que j'ai failli écraser. Eh bien, je ne suis pas certain de comment ça s'appelle, mais je suppose que il doit y avoir une grande étendue d'eau, pas loin.
On m'a parlé d'un lac. Je m'en vais lui serrer la pince. Hop. Petite douce. Nous partageons la planète avec des créatures bien étranges. Et si elle peut penser à sa manière, elle doit se dire la même chose de moi. Et ça alors en voilà un autre. Et celui-là a des couleurs un peu plus vives. Il a pris une posture défensive. Étant donné que ce sont des créatures aquatiques, je peux raisonnablement dire que ce sont des extraterrestres. Le voilà en posture défensive, mais étonnamment, si je viens lui faire une petite douce, le voilà qui semble s'apaiser. Il n'a plus l'air très agressif. Son compagnon s'est remis en route après que je lui ai fait quelques douces, c'était amusant. Il a dit bon, je suis occupé, il faut que j'y aille. Il reste sur la défensive quand même. Voilà, un jet de pierre, on trouve bel et bien un étang par ici. Hier, je quittais Périgueux avec l'intention de faire une étape de 20 km, ce qui m'amenait à m'arrêter au milieu des bois, où j'avais l'intention de faire de nouveau du bivouac, comme je l'avais fait récemment avant d'arriver à Limoges. Mais la météo était telle que les bois étaient tout à fait détrempés, et l'idée même de sortir mon matériel dans ces conditions ne me plaisait pas du tout. Alors j'ai pris sur moi de faire 5 km supplémentaires, afin d'arriver à un petit village au nom ravissant de Grain. Après avoir dépassé la 4e maison du village, le chemin m'emmenait de nouveau à travers la végétation. Et là, à cette 4e maison, justement, se trouvait un couple de jeunes gens, et peut-être n'avaient-ils pas 30 ans, qui étaient dans leur jardin, et je leur demandais s'il n'y avait pas un refuge au village. Ils me dirent que non, mais que, quelque part un peu plus loin, se trouvait un endroit où souvent les pèlerins s'arrêtaient pour poser leur tente auprès d'un lac. Ou d'un étang, je ne sais plus. Je leur dis que j'avais déjà fait une longue étape aujourd'hui et que je souhaitais m'arrêter au village, que j'avais effectivement une tente, et peut-être existait-il un endroit où j'aurais pu la poser. Et alors ils me proposèrent de poser la tente sur leur terrain. Pas exactement dans leur jardin, mais sur un terrain voisin, qui était en réalité assez en pente. Alors dormir en pente, c'est pas très grave. Je l'avais fait dans le jardin de Marlène, à Cusion, souvenez-vous. Le copain de Marlène travaillait dans un car wash et il m'avait donné de quoi prendre une douche. C'était assez amusant. Et je me suis mis à tournicoter sur ce terrain pour essayer de trouver un endroit qui était, disons, bien plat malgré la pente, si vous voyez ce que je veux dire, avec pas trop d'ornières. Et cet endroit n'existait tout simplement pas. Alors le monsieur est venu près de moi, sans doute qu'il voyait que je déambulais depuis longtemps à la recherche d'un endroit, et il m'a dit « Vous savez, on a un bâtiment qu'on est en train de rénover, et que l'on destine aux pèlerins plus tard, mais il n'y a encore rien dedans, ni l'électricité, ni l'eau courante. Mais si vous voulez, je peux aller passer l'aspirateur pour retirer un peu de poussière, et vous pouvez vous installer là. » Alors j'étais un peu gêné de lui donner une surcharge de travail ce jour-là, mais une partie de moi-même disait que on ne dit plus non aux invitations, et donc je lui disais que c'était une bonne idée. Il m'invita à m'asseoir, ce que je fis. Je libérais le tapis de sol de ses sangles et je m'asseyais là, pendant que lui retournait à la maison, et je l'entendais pendant 5 minutes s'activer avec l'aspirateur. Ensuite, il me fit signe de le rejoindre, et il me montra où je pouvais m'installer.
C'est cet endroit-là que je vous ai montré plus tôt dans cette vidéo. Il me dit que si je voulais, je pouvais manger avec lui et sa compagne, et j'acceptais. Et avant, ils me proposèrent de prendre une douche, et donc tout était parfait. On a mangé ensemble une ratatouille de poivrons et de tomates avec des œufs, et tout ça venait de leur jardin. Ce monsieur m'expliquait qu'il était issu d'un milieu venu de l'agriculture, et comment l'agriculture moderne est un système qui ne fonctionne tout simplement pas, qui ressemble d'une certaine manière à un cadavre qui est maintenu en vie artificiellement dans un lit d'hôpital. Il m'expliquait que sans les subventions de l'Europe, en réalité ce modèle d'agriculture s'effondrait tout simplement, et que les subventions servaient surtout à enrichir certaines compagnies qui produisent des engrais chimiques ou même des pesticides. Lui-même se reconvertissait dans la permaculture. Il m'expliqua comment il avait réussi à convaincre son grand-père de lui donner 100 mètres carrés de terrain, et qu'en utilisant un seul ballot de foin ou de paille, je ne sais plus, il pourrait en sortir beaucoup de nourriture, sans travailler le sol, sans utiliser de produits chimiques. Son grand-père ne le croyait pas, mais il tint bon son pari. Il parvint à sortir beaucoup de légumes cette année-là de ces 100 mètres carrés, d'en faire pas mal de bocaux, et son grand-père en était très étonné. Et il finit par admettre que sa génération avait mis le doigt dans un engrenage et s'était retrouvé quelque part piégé. Ce couple me parla aussi du Covid, de la période du Covid. Ils mirent le sujet sur la table et je remarquai qu'ils avaient un esprit fort critique sur ce qui s'était produit, et ils déploraient le fait que la plupart des gens autour d'eux n'aient pas eu leur lucidité, d'une part, et d'autre part, refusaient de faire le débriefing de ce qui s'était vraiment passé en réalité. Aujourd'hui, il faut tourner la page et ne plus en parler, faire comme si de rien ne s'était passé. Et je partageais leurs analyses. Je dois dire que j'ai passé un très bon moment avec eux. C'est un couple tout à fait énergique et débrouillard. Ils se sont installés là depuis le mois de novembre dernier. Ils m'ont expliqué qu'ils ont trouvé la maison parce qu'ils envoyaient des petits messages dans les boîtes aux lettres des gens en leur demandant s'il n'y avait pas une maison à vendre dans la région. Et c'est ainsi qu'ils rachetèrent cette maison à un couple de Néerlandais. La maison était leur maison de vacances, leur maison d'été. Et donc, elle n'était pas équipée du tout pour passer l'hiver. Ils me disaient qu'il n'y avait pas de système de chauffage, ils doivent refaire toute la plomberie. Enfin, ils sont dans un grand chantier d'une certaine manière. Cet hiver, ils vivaient dans une maison souvent à 8 degrés le matin, avant qu'ils ne mettent en route le poêle. Et on sentait chez eux cette énergie du couple énergique qui se lance dans la vie et qui essaie de s'en sortir par tous les moyens, mais qui en même temps n'est pas aveugle quant au monde dans lequel nous vivons. On sentait qu'ils cherchaient une certaine autonomie, une certaine autarcie, et en fait le moyen de faire leur petit nid douillet dans le monde bien compliqué dans lequel nous vivons. Ça m'a fait du bien de passer du temps avec eux. J'ai oublié que j'étais sur le chemin pendant un moment. J'avais l'impression d'être en vacances. J'avais déjà eu cette impression auparavant lorsque je m'étais arrêté avec Brigitte et Marie-Rose, les deux sœurs hospitalières qui séjournaient à Vels. Ça m'avait fait du bien aussi. Eh bien, ce matin, ils m'ont invité à boire une tasse de café. J'ai discuté encore un petit peu avec eux. Je leur posais des questions sur mon itinéraire, sur la géographie de la France que je ne connais pas. Et ils m'expliquaient que bientôt viendra un endroit qui s'appelle les Landes. Et en fait, que je ne connaîtrais pas de grand dénivelé avant d'atteindre vraiment Saint-Jean-Pied-de-Port. Et cela m'avait étonné parce que je pensais que j'allais avoir de plus en plus de pentes difficiles à monter. Eh bien, apparemment, ce ne sera pas le cas. Je leur ai dit au revoir ce matin en les remerciant pour leur extrême hospitalité. Ce sont des gens qui sont vraiment mis en quatre pour prendre soin de moi. J'étais vraiment aux petits oignons avec eux. De nouveau, j'ai rencontré des gens formidables. Et je suis sûr qu'ils vont faire un refuge pour les pèlerins qui sera tout à fait extraordinaire. Ce sera une aubaine pour le pèlerin de pouvoir s'arrêter à Grain dans le futur, j'en suis tout à fait persuadé.
Elle râle parce que je ne la prends pas en photo.